Nous sommes dans une salle du Grand Sud de Lille. Pourquoi? Parce que mon cher auditorium est en travaux pendant encore quelques mois pour des enfumages, enlever un certain nombre de matières néfastes. Et donc, moi, c'est la première fois que je joue ici. Je crois que Thomas aussi. Alors Thomas, vous l'avez entendu, c'est un pianiste absolument merveilleux que je connais depuis un certain temps et qui va pouvoir vous dire aussi ce que vous voulez qu'il vous transmette. Alors, je m'appelle Thomas Enco et je suis le petit-fils de Jean-Claude Casatsu. J'ai grandi dans la musique classique et dans le jazz. J'ai fait un chemin un peu inversé par rapport à pas mal de musiciens. C'est-à-dire que j'ai commencé un parcours professionnel dans le jazz pendant une bonne quinzaine d'années avant de réaliser aussi un grand rêve qui était de jouer également de la musique classique et notamment des concertos avec orchestre symphonique. Et c'est quand même un bonheur et une chance immense de pouvoir aujourd'hui, demain, après-demain, et puis dans le futur proche encore, partager la scène et partager la musique avec mon grand-père, qui, outre un chef d'orchestre que j'admire énormément, est aussi une personne que j'aime énormément. Ça tombe bien. Et qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, c'est un moment rare que je savoure beaucoup. Et je suis absolument ravi que ça se passe à Lille, qui est un endroit où, grâce à mon grand-père, notre famille a des racines très profondes. J'ai jamais vraiment quitté Lille du jour où j'y suis arrivé. J'ai connu Lille pendant mon service militaire, dans les années 55, 56, 57. Mais ensuite, je suis arrivé à Lille à la demande, comme vous le savez, du ministre de la Culture de l'époque qui m'avait proposé de terminer le contrat d'un orchestre qui devait disparaître. En tout cas, c'est à partir de cet orchestre que j'ai bâti les premières, si vous voulez, les premières étapes de ce qu'allait devenir l'Orchestre national de Lille en quelques années. Et donc, je suis aussi président de l'École supérieure musique et danse des Hauts-de-France. Donc, si vous voulez, j'ai un certain nombre d'activités qui m'appellent encore à Lille et je dirige au moins 3 ou 4 programmes par an avec mon ex-orchestre. Quelque chose de rare. Je ne sais pas combien de personnes ont l'occasion de faire de la musique sur scène avec leur grand-père. Je pense pas que ce soit très fréquent. Et ça nous est arrivé pour la première fois à Lille avec l'orchestre des étudiants du pôle supérieur en 2017. On jouait le concerto en sol de Ravel, c'était au Nouveau Siècle. Et puis à Saint-Omer aussi. Ensuite, 6 ans plus tard, on a joué le concerto en ut majeur de Mozart, celui qu'on joue ce soir et pendant toute cette série. C'était au Japon, à Kanazawa, en 2023. Et on l'a rejoué à l'île de Ré cet été. Entre-temps, on est retourné au Japon ensemble pour jouer le concerto en fa de Gershwin. Et voilà, donc des répertoires très différents, Mozart, Gershwin, Ravel, mais qui ont en commun la mélodie, la fantaisie, le théâtre dans la musique. Et ce sont des choses que je crois auxquelles on est très sensibles tous les deux. J'ajouterais une chose, on a joué ensemble au Japon et ailleurs, mais on a été engagés séparément. C'est pas par népotisme, parce que les gens pourraient croire « Ah ben oui, il fait jouer son petit-fils, le petit-fils demande le grand-père ». C'est une star au Japon, il est très connu comme jazzman. Je m'honore d'avoir peut-être contribué à lui transmettre un peu d'amour pour la musique classique. Et c'est vrai que je crois lui avoir fait jouer sa première apparition avec un grand concerto classique, comme il vient de le dire, en 2017. Et il faut dire que c'est un jazzman connu dans le monde entier et que c'est assez rare d'avoir une culture qui permette d'aborder Mozart, d'aborder Gershwin, d'aborder d'autres Ravel, évidemment. Et vous savez, on va rejouer ensemble, d'ailleurs dans pas très longtemps, le 25 janvier au Théâtre des Champs-Élysées avec un autre orchestre, qui est l'Orchestre des Concerts Colonnes, avec lequel moi j'ai débuté comme musicien, puisque j'étais dans l'orchestre pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai fait mes débuts de chef d'orchestre avec eux et ils ont souhaité me rendre hommage. Et moi, j'ai souhaité, dans le cadre de la transmission,
engagé cette fois-ci mon petit-fils qui jouera le concerto de Ravel. Être dirigé par mon grand-père, d'abord, il y a une dimension d'émotion, de tendresse, d'émotion qui est différente forcément d'avec n'importe quel autre chef. Notamment, moi je le ressens dans les passages où je ne joue pas. Il y a des passages où l'orchestre joue et le piano ne joue pas. Et dans ces cas-là, parfois je ferme les yeux, mais parfois je regarde et je le regarde et puis je suis ému. Je me suis dit, je prends conscience du moment qu'on est en train de vivre, du lieu et du temps. Et il faut que je fasse attention à ce que l'émotion ne me fasse pas rater ma prochaine entrée. Ce qui a failli m'arriver au Japon, justement, parce que je te regardais, t'étais beau. Je me disais, quel beau moment. Et puis, attends, c'est à moi, c'est à moi. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, j'ai vraiment pas envie de le décevoir. Et ça, c'est un sentiment que j'aimerais peut-être évacuer. J'ai pas envie d'avoir ça dans la tête pendant que je joue, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Plus qu'avec n'importe quel autre chef, j'ai envie qu'il soit fier, j'ai envie qu'il soit heureux. Eh bien, je le suis. Je t'interromps parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que, vous savez, j'avais joué avec un merveilleux pianiste qui s'appelait Ciccolini, qui avait 85 ans. Et puis, il me disait, avec son accent italien, tu sais, mon chéri, tu sais, avec un jeune de 19 ans, ou plus jeune, ou moi, on a les mêmes problèmes. Il faut faire les notes, il ne faut pas se tromper. Eh bien, quand je travaille avec mon petit-fils, avec mon délicieux Thomas, nous sommes deux professionnels face à la nécessité de servir la musique et ne pas s'en servir, bien sûr. Et donc, je résumerai que nos rapports, qui sont d'une grande tendresse, mais sont d'abord, quand c'est professionnel, sont d'abord gérés par la nécessité de se placer en face des chefs-d'œuvre qu'on doit servir. Et il n'y a que de l'exigence. Et après, il y a de la joie. Comme dirait l'autre. Il y a de la joie, mais il y en a. Mais je me souviens d'un concert à la basilique de Saint-Denis. Et on était au premier rang avec ma mère. Et je sais plus ce que tu dirigeais. Est-ce que tu as fait Verdi là-bas, un Requiem ou... Oui, j'ai fait le Requiem de Verdi. Alors c'était peut-être ça. Et je me souviens que j'avais été très impressionné. Ça me faisait peur même parfois. C'était. Il y a du bruit, ouais. Ça fait du bruit. Ouais. Et c'est aussi, et je crois aussi m'être endormi à un moment. Ah. Et oui, mais c'est bien, parce que s'endormir, c'est aussi un abandon. Et si des gens s'endorment à mes propres concerts, je prends toujours ça comme un grand compliment. Je me dis, c'est qu'ils se sont laissés porter, laissés bercer. L'ennui, ça ne fait pas dormir. En revanche, le lâcher prise, la volupté, ça fait s'endormir. Donc j'ai ce souvenir-là. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, si je peux me permettre d'interrompre mon délicieux petit-fils, j'ai un très grand souvenir quand il est né. Parce que moi, je dirigeais, je crois que c'était à Saint-Quentin, je téléphone à sa maman, Caroline, qui est aussi, je dis en passage, une très très belle chanteuse, et elle me dit, je pars pour la clinique. Ah bon, très bien, c'était l'entracte, à la fin du concert, je rappelle, pensant tomber sur sa belle-mère, et c'est elle qui me répond. Je lui dis, tu n'es pas allé à la clinique? Elle me dit, si. Je dis, bon, et alors tu n'as pas accouché? Elle me dit, si, j'ai accouché, je suis revenu. Je me suis dit, ma fille, je pensais qu'elle était folle, mais enfin j'en ai eu la confirmation là, parce que en effet, elle avait signé une décharge, elle avait accouché de Thomas, et elle était rentrée chez elle 2 heures après, ce qui m'avait quand même, comme beaucoup de gens, stupéfié. Et quand j'ai entendu mon grand-père me jouer la suite en ré de Jean-Sébastien Bach, ça a été pour moi une révélation, j'avais 4 ans et demi. Et il m'a mis dans les mains un violon avec son ami Pierre Monteux, qui était le créateur du Sacre du Printemps. Et je dois dire qu'eux ont décrété que comme je tapais du pied en mesure, je serais sûrement chef d'orchestre. Moi, je n'en avais pas du tout conscience à l'époque. Ce désir est venu quand j'ai rencontré l'orchestre symphonique, c'est-à-dire quelques années plus tard. Et le rêve ne s'est réalisé que lorsque j'ai eu 30 ans, que j'ai eu mon prix de direction et qu'après j'ai pu commencer à
à exercer mon activité? Pour moi, alors j'ai des vagues souvenirs étant tout petit de mon père jouant du piano chez nous. C'est un très bon pianiste amateur et il racontait des histoires en même temps. Alors il me jouait par exemple le début de la Sonata Appassionata de Beethoven et il me disait, tu vois, ça c'est la forêt, et là il y a un loup, etc. Donc j'ai ce souvenir-là et je pense que c'est ça qui m'a attiré vers le piano. Et peu de temps après, j'ai découvert le jazz grâce à mon beau-père qui s'appelait Didier Lockwood, qui était aussi du Nord d'ailleurs, qui était de Calais. Et mon premier instrument étant le violon, j'ai commencé à improviser d'abord au violon et à avoir un petit groupe de jazz avec des copains. Et puis ensuite, c'était quand même le piano qui m'attirait le plus, donc je suis allé au piano. Et la liberté du jazz, le plaisir d'improviser, la puissance du rythme aussi, qui est quand même la chose qui est au cœur du jazz, ça m'a totalement séduit. Et vers 6-7 ans, c'était assez clair pour moi que je serais pianiste de jazz. Alors, quand il avait 11 ans, avec son violon, et à la demande, au soutien de Didier Lockwood, il a été invité au All-Star d'Antibes, au festival de jazz d'Antibes. Il a joué avec eux. Et alors il disait, qu'est-ce que je fais? Et Didier lui a dit, écoute, t'as qu'à me suivre, écoute, et t'as qu'à jouer. Si je et il a donc joué à 11 ans dans ce festival, ce qui pour nous a beaucoup, évidemment, épaté. J'ai aucune envie de devenir chef d'orchestre. C'est marrant, je me suis souvent posé la question, notamment parce qu'on m'a souvent posé la question. Et d'ailleurs parce que ma compagne actuellement est elle-même chef d'orchestre. Et justement, dès qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit, est-ce que tu penses vouloir... Parce qu'elle m'a dit, tu fais du jazz, du classique, tu composes de la musique, tu vas sûrement vouloir faire de la direction d'orchestre. Je lui ai dit, mais absolument pas. Elle m'a dit, ok, alors c'est bon, je te garde. Mais non, moi j'ai trop besoin de mettre les mains dans la matière physique, vous voyez, de la musique. Je comprends. Ouais. J'ai pas d'envie. Et puis aussi, je pense que je serais absolument effrayé de me tenir debout comme ça devant 80 musiciens et de devoir leur montrer, leur dire quoi faire. Moi, je suis un pianiste et le piano, c'est un instrument quand même très solitaire. C'est un truc qu'on fait souvent seul, on donne des concerts seul. Et j'ai pas l'habitude de dire aux autres quelle est ma vision, je me la dis à moi-même. Et, tu as raison, ouais. C'est pas commode. Non, ça me ferait super peur et j'en ai pas l'envie. En revanche, composer plus de musique symphonique et la mettre dans les mains de chefs, ça oui. Il est très beau à voir diriger. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de très esthétique, les gestes sont beaux et ça, même si on ne sait pas... Je vais passer une bonne journée. Ouais, même si on ne sait pas comment ça fonctionne, ce qui était mon cas pendant longtemps, je ne savais pas comment ça fonctionnait l'orchestre, on est entraîné comme spectateur par les gestes. Les gestes nous guident aussi en tant que spectateurs. Et donc, bon, d'abord, c'est ça. Et puis ensuite, il y a sa vision musicale. Alors, en grandissant un peu, en écoutant ses enregistrements ou en voyant ses concerts, je me rendais compte aussi que ce qui est donné en concert, c'est le fruit du travail en répétition, qui lui-même est le fruit de beaucoup de réflexions et d'études solitaires. Et là, voilà, ces versions diffèrent de celles d'autres chefs. Et en général, moi, j'aime beaucoup. Et depuis quelques années, en ayant partagé la scène avec lui, en étant à la place du soliste, là, je me suis rendu compte beaucoup plus du détail, de la science et de la précision. Et je me souviens par exemple au Japon, à Nagoya cette année, dans le concerto en fa de Gershwin, une œuvre que je connais très très bien parce que je l'ai beaucoup jouée. Lui, c'était la première fois qu'il la dirigeait. Donc c'était étonnant parce que d'habitude c'est plutôt moi le novice dans les œuvres qu'on joue. Je l'ai apprise cette œuvre pour lui faire plaisir. Ouais. Et donc c'est une œuvre très rythmique avec plein de changements de tempo, plein de changements de couleurs. C'est très difficile, c'est très enjoué, il y a plein de choses. Et là je me rendais compte de
de l'efficacité de ces mouvements avec un orchestre qui en plus ne parle pas la même langue, parce que c'était un orchestre au Japon, donc la communication verbale est forcément moins facile. Mais parfois je regardais et je voyais qu'avec sa main gauche, il allait faire un geste très précis qui allait donner un résultat immédiat dans telle section de l'orchestre, sur une nuance, sur une dynamique, et à la main droite des choses de tempo qui emmènent donc une espèce d'indépendance de geste comme ça qui est très technique. Et donc au-delà de la beauté du geste qu'on voit à l'extérieur, il y a quelque chose de très technique et qui est extrêmement efficace et qui se répand à travers les rangs des musiciens. Et ça, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte quand on n'est pas sur scène au cœur de... Voilà, l'orchestre, c'est un demi-cercle comme ça. Et moi, à ma place au piano, bah, je suis un peu à la même place que lui, donc je peux me rendre compte de tout ça, toutes ces ondes qui se déploient et dont il est le confluent. On a fait un jour une célébration dans la Notre-Dame de Lorette, qui est un cimetière où il y a 100 000 morts français et allemands. De la guerre de 14, on a joué la 9e de Beethoven et c'était très porteur comme sentiment. Et puis on a joué aussi au Liban, dans le Chouf, un requiem de Verdi absolument exceptionnel avec Grace Bambury et Simon Estes, dans un endroit où se massacraient allègrement pendant la guerre du Liban les différentes factions. Et là on a joué devant vraiment des imams, des musulmans, des juifs, des druzes, des chrétiens, des athées. Et ça a été un moment de communion absolument exceptionnel. Alors moi j'ai eu un autre moment d'émotion assez récent, qui n'est pas avec Lille, mais enfin, si vous voulez, ça fait partie de toutes les joies inouïes que j'ai pu connaître dans mon métier, puisque j'ai connu les plus grands solistes de la Terre, vraiment les plus grands. J'ai débuté dans les premiers concerts à Lille avec Rostropovitch, mais j'ai aussi dirigé, pas à Lille, mais ailleurs, Michelangeli, GilEls, les plus grandes chanteuses, Jessie Norman, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, et combien d'autres. Mais surtout, je l'ai été demandé il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, oui, 3 ans, par le roi du Maroc pour accueillir le pape François. Au Maroc, il n'y avait pas eu de pape depuis 34 ans et j'ai dirigé un concert qu'on peut toujours voir d'ailleurs, vous avez sur Internet, ça dure 8 minutes. C'est l'Ave Maria de Caccini. Il y avait 2000 religieux derrière nous dans le centre de formation des imams à Rabat. Un imam qui chantait, une chanteuse juive, une chanteuse chrétienne, et le pape et le roi derrière moi. Alors ça, c'est un moment d'histoire. Et j'ai vécu un autre moment d'histoire, c'est quand j'ai été invité à Berlin par le président de la République de l'époque en 89, avec d'autres personnalités, et j'ai été le premier à franchir le mur qu'on levait devant le Reichstag d'ouest en est. Donc ça, si vous voulez, c'est des grands souvenirs, plus une tournée en Afrique noire, dans 5 pays d'Afrique noire, qui est un continent formidablement musical, mais plutôt de musique instinctive, alors que nous, on est musique savante, mais où j'ai eu une rencontre exceptionnelle avec des musiciens qui ont aussi le sens du groove et du swing, si j'ose dire. Parce que la musique classique, elle doit swinguer. Il y a la première qualité d'un orchestre, d'un musicien, c'est la pulsation. C'est vraiment le rythme, c'est la vie, le rythme, c'est le cœur, c'est le battement du cœur. Donc voilà. Mais je pourrais encore vous en raconter d'autres, mais on n'a pas vraiment, je suppose, assez de pellicules. Ça va, c'est plus des pellicules. Mais... Oui, je sais, oui. Ah ben, pardonnez-moi, c'est ma génération.